Nous sommes maintenant avec M. Luc Rajotte, qui est notre chroniqueur économique, qui est de retour parmi nous, qui vient nous jaser de quelques sujets différents. Monsieur Rajotte, comment allez-vous? Ça va très bien après quelques semaines de vacances au chaud. On a récupéré un peu. Excellent. Pendant que vous étiez au chaud, le Québec était dans une tempête de verglas, pas aussi désagréable qu'en 98, mais tout de même remarquable. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça met en perspective, je crois, le futur d'Hydro-Québec et vous voulez aborder ce sujet-là. Oui, ben effectivement, parce qu'une grande entreprise comme celle-là, qui est l'orgueil des Québécois dans le fond, puisque sa création la rend unique de par sa capacité de production et d'autosuffisance pour l'ensemble des Québécois. Mais là, on se rend compte avec l'augmentation du nombre d'événements climatiques à travers le temps, qu'Hydro-Québec avait peut-être mal planifié dans le temps l'organisation de son système de distribution. Bon, on l'avait vu de façon plus précise en 98 lors de la crise du verglas, où là, ce sont les installations, les infrastructures d'Hydro-Québec qui avaient été affectées de façon importante, c'est-à-dire où les pylônes avaient carrément lâché, étaient tombés, et là, l'ensemble du réseau de distribution avait été affecté de façon importante. Là, c'est la végétation essentiellement qui est tombée sur les infrastructures, c'est-à-dire les fils, la portion filage d'Hydro-Québec, et qui a causé le nombre de pannes qu'on a connues. Bon, le fait qu'Hydro-Québec ait quand même commencé depuis quelques années à enfouir certains fils à certains endroits, en collaboration avec des promoteurs dans certains secteurs où des nouveaux développements immobiliers se sont installés, va permettre à travers le temps d'augmenter le nombre de, de fils enfouis à travers le Québec, mais va quand même, si on voulait enfouir l'ensemble des fils au Québec, le premier ministre, bon, a lancé un chiffre 100 milliards. C'est peut-être une façon de dire aux gens, oubliez ça, ça va coûter trop cher. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que ça en coûtera 75, 80, 85 ou 125 milliards, considérant les coûts au Québec et notre habitude dans le domaine de la construction? J'ai plus tendance à dire que ça va coûter plus cher que moins cher. Mais Mhm. essentiellement, c'est sûr que si on regarde ça pris d'un seul coup, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas une province qui va s'engager ou un pays s'engager à investir autant en si peu de temps. Mais je dis ça, beaucoup de pays d'Europe ont commencé à enfouir les fils et sont rendus à des pourcentages de 30, 40, 50 et même 80 dans un cas. Je pense entre autres à la Grande-Bretagne qui est très, très avancée de ce côté-là. Donc, ce sont des pays qui ont beaucoup investi pour éviter de se retrouver avec la difficulté de gestion des infrastructures aériennes. Pourquoi ça coûte beaucoup plus cher en Grande-Bretagne qu'au Québec l'électricité? Ben, effectivement, à cause, entre autres, des investissements majeurs qui ont été faits de ce côté-là. Bon, les Britanniques paient beaucoup moins cher, beaucoup plus cher d'électricité que les Québécois. Par contre, ils n'ont pas à subir les pannes répétitives que les Québécois subissent depuis, exemple, un an, Mhm. où on est rendu à la troisième panne majeure. C'est-à-dire au mois de mai l'an passé, où on avait la tempête de vent qui avait affecté le régime Hydro-Québec de façon importante. Il y a eu au mois de décembre et il y a eu à Pâques. Ce qui est plus frappant encore, c'est que ça frappe en pleine période des fêtes, où c'est la période de rassemblement, où les gens mettent leur congélateur, leur frigidaire bien plein, puis que là, sont obligés de gaspiller des quantités phénoménales de nourriture. Donc, ça choque les gens encore plus parce qu'il y a des pertes qui doivent être plus ou moins remboursables par les assureurs, ou en tout cas beaucoup plus validées, vérifiées. Donc, je reviens à Hydro-Québec en disant, Hydro-Québec se pose la question, Madame Brochu a émis ses derniers commentaires à titre de PDG en disant, elle, qu'il faudrait beaucoup plus de résilience des municipalités à travers le temps, une discussion sociétale aussi à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre système de distribution d'électricité, parce que des tempêtes climatiques ou des événements climatiques majeurs, on risque d'en connaître encore plus au cours des prochaines années avec le réchauffement de la planète. Ceci étant dit, je pense que Mme Brochu a laissé le petit paquet entre les mains des Québécois et du gouvernement en disant, ben, soyez peut-être un petit peu plus ouverts aux discussions, puis arrêtons de chigner contre l'augmentation du coût d'électricité. Il faudra peut-être que le coût d'électricité augmente de 10, 15, 20 pendant 10 ans pour permettre justement d'enfouir les fils et que vous n'ayez en tout cas beaucoup moins de problématiques
d'interruption d'électricité Mhm. comme on l'a connu au cours des dernières années. Maintenant, est-ce que les gens des régions vont être d'accord à payer aussi cher l'électricité quand que eux ont peut-être plus de difficultés à se faire reconnecter en situation de bris parce que c'est plus loin, parce que les installations vont demander à être sont plus éloignées, donc beaucoup plus de temps pour aller réparer, alors qu'à Montréal, tu fais une réparation, puis tu couvres peut-être 2000 clients d'un seul coup. Alors, il y a toute une Mhm. question de concentration de la population qui fait qu'à un moment donné, est-ce que tu fais payer principalement ceux qui sont mieux desservis que ceux qui sont moins bien desservis? Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires de gens qui étaient plus éloignés dans les couronnes nord, couronnes sud, qui se sont dit ça n'a pas de bon sens. On dirait que c'est rien que le centre-ville de Montréal qui est desservi et non pas nous autres. On n'a fait que parler que d'eux, mais c'est peut-être une perception parce qu'il y avait plus de 1600 employés d'Hydro-Québec sur le chantier québécois. Alors, je pense qu'il y avait un lien à faire entre les deux, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que, de façon de société, on se dit, ben, coudonc, on va se priver d'électricité 3, 4 fois par année à raison de 24, 48, 72 heures dans la majorité des cas, puis qu'on conserve notre coût d'électricité le moins cher possible pour éviter que on ait trop Mhm. d'augmentation à connaître, ou ben non, on décide d'investir de façon importante. Puis ce qu'on peut faire graduellement qu'on le fasse, les municipalités actuellement font beaucoup de réfection des rues. Alors pourquoi ne pas profiter de ça pour enfouir les fils pendant que les Mhm. rues sont creusées, qu'on n'ait pas à rejouer là-dessus au cours des prochaines années? Ne croyez-vous pas qu'il ferait du sens, que ce serait peut-être logique, au lieu de prendre la somme gigantesque que M. Legault a mentionné, donc le 100 milliards ou plus, au lieu de faire un investissement, faire ça en une fois, y aller à petite échelle et lorsqu'on y ira à petite échelle, commencer par les endroits les moins bien desservis. Donc, les endroits où ça a pris 3, 4 jours rétablir l'électricité parce que c'est nécessairement à ces endroits-là que c'est le plus problématique. Donc, on commence à ces endroits-là petit à petit et tranquillement, pas vite, on se rapproche de l'île de Montréal parce qu'à l'île de Montréal, c'est où le courant a été rétabli le plus rapidement. Donc, en région éloignée, on arrange cela. Lorsque quelque chose frappe, le courant est rétabli ou le courant ne quitte jamais puisque c'est enfoui et tranquillement, pas vite, on s'approche de l'île. Parce que l'île de Montréal, c'est ceux qui peuvent attendre le plus longtemps parce que c'est Ouais. là où est rétabli le courant le plus rapidement possible lorsqu'il est perdu. Ouais, sauf que tu comprends les principes économiques, hein, si tu vas en région, tu risques d'avoir des coûts beaucoup plus élevés pour enfouir les fils sur une plus longue distance pour couvrir une Mais beaucoup c'est plus là que c'est le petite plus proportion de important la de le faire. population. Mais c'est là que c'est le Euh, plus important. Mais un en citoyen, bon c'est un citoyen. français, Oui, il y en a plus à Montréal, mais à Montréal, c'est moins problématique. Donc, allons où la problématique est la plus omniprésente. Réglons-le là parce que c'est plus pressant ouais. à cet endroit-là. Mais sur la Non? dernière panne, sur au-delà d'1,1 million, il y avait plus de 800 000 qui étaient des Montréalais. Alors, des gens de l'île qui étaient touchés Oui, mais ça a par été rétabli cet plus élément-là. rapidement sur l'île. C'est rétabli plus Oui, rapidement je suis sur d'accord l'île. avec Donc, toi. ça, que ça arrive encore 2, 3 fois à Montréal, le courant est établi rapidement. C'est rare les endroits où les gens qui ont tout perdu dans leur congélateur parce qu'ils ont manqué d'électricité pendant 3 jours, ça a été plus courant en région. Ouais. Je suis d'accord avec toi, sauf que quand tu es, en tout cas, ce que je pense, j'ai jamais été politicien de ma vie, mais quand tu es politicien, tu regardes Tu veux les le votes? coût versus Mhm. le retour sur l'investissement. Est-ce que j'aime mieux Oui, entendre absolument. chialer 800 000 Montréalais que d'entendre chialer 18 000 régions, des gens des régions Mhm. parce qu'ils n'ont pas l'électricité encore? Alors, tu sais, à un moment donné, la défaite des gouvernements de dire ouais, ben là, vous avez décidé de vous installer en région, il faut vivre avec certains inconvénients. Par Ouais. contre, ceux de Montréal vont dire ben écoutez, nous autres, euh, on est beaucoup plus affectés. Puis ce qui me choque un petit peu dans ce dernier dossier-là qu'on vient de connaître, c'est de ne pas comprendre, puis je pense que ça a été soulevé par plusieurs chroniqueurs à ce jour, toute la question des RPA, des résidences de personnes âgées, qui n'ont pas de génératrice suffisamment puissante pour maintenir les services de base à l'intérieur de ces résidences-là, alors que ça fait même pas 2 ans qu'on vient de vivre la pandémie, puis qu'on broyait, puis que c'était épouvantable de laisser nos personnes Ouais. âgées dans des situations qui n'avaient pas de bon sens. Alors, je ne comprends pas que ces organismes-là, qui sont des organismes privés, qui font de l'argent avec les personnes âgées, on va se le dire, ils tirent le moindre des sous qu'ils ont, n'aient pas à tout le moins investi et s'assurer de faire une mise à jour de leur système de génératrice de survivance. Ça en est un élément. Les hôpitaux,
les organismes, les écoles, et ainsi de suite, s'assurer que le système, c'est ça, Mme Brochu disait, parler de résilience, plutôt que de vouloir tout envoyer enfouir les fils comme la solution. Puis de l'autre côté, euh, faire une ligne aérienne, faire 1 kilomètre, ça coûte 100 000 Faire 1 kilomètre au sous-sol, c'est 3 millions de dollars. Alors, c'est Mhm. 30 fois plus cher de le faire du côté sous-sol. Par contre, il y a beaucoup moins d'interventions à moyen terme et à long terme à faire sur fil enfoui qu'il y en a, par exemple, sur des fils aériens. Alors, il y a une question économique, là. Le gouvernement va dire ben, à Hydro-Québec, d'accord, mais si vous êtes prêt à investir tant, est-ce que vous allez nous redonner combien de l'autre côté? Donc, on vous en redonnera Puis plus parce qu'on n'aura plus. l'autre question que ça soulève également, c'est est-ce que l'enfouissement des lignes, c'est la seule solution? Ou si on avait prévu le coup il y a 10, 15, 20 ans et qu'on avait mis sur pied un programme à grande échelle de panneaux solaires pour les particuliers, on aurait-tu ce problème-ci? Si chaque maison avait son panneau ou ses 2 panneaux solaires sur son toit, OK, il y a une tempête de verglas. Bravo, j'ai mon énergie emmagasinée dans mes panneaux solaires ou dans les batteries alimentées par mes panneaux solaires. Donc, on Ouais. n'a pas prévu le coup, je pense, on n'a pas été Non. proactif, on a vu venir les changements climatiques, puis on ne s'est pas posé la question, on n'a rien mis sur pied de résilient. Est-ce qu'il est trop tard pour faire quelque chose comme cela? Ou si Non, ben, on se disait du jour au lendemain, on met sur pied des programmes de la sorte, ça pourrait être une solution? ben, un des programmes qui est actuellement en place, c'est des véhicules électriques. Les gens se disaient tout, ouais, mais si on a des véhicules électriques, on ne peut pas les brancher à la maison. Sauf que si ton véhicule est à 3 quarts plein ou plein, il peut servir de génératrice. Exact. Plusieurs ont une capacité d'électricité inversée qui permettrait d'alimenter une partie de ta maison pendant 24 à 48 heures, tout dépendamment du type de véhicule que tu as et du niveau de, 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 de De charge puissance que de la ta batterie. batterie a actuellement. Donc, il y a Mm. déjà une solution possible. Il y a des génératrices, malheureusement, encore à essence actuellement, qui doivent être à essence pour tout de suite quand tu n'as pas d'électricité, parce que tu ne peux pas le brancher, Mm. mais qui permettent d'éviter cette problématique-là. Euh, il y a le panneau solaire. Tu peux, en bon français, te griller de panneaux solaires ou de panneaux solaires sur ta propriété. Mais est-ce que tu es prêt à faire cet investissement-là ou tu dis au gouvernement du Québec, c'est à vous autres à payer pour ça, vous êtes là pour nous fournir l'électricité? Alors, à un moment donné, il y a comme un échange qui doit se Mm. faire au niveau des Québécois, puis de se dire qui va payer pour quoi, puis jusqu'où on est prêt à payer pour s'assurer d'avoir ou d'éviter d'avoir des désagréments comme on vient de le vivre au cours des dernières semaines. Mm. On va passer au deuxième sujet que vous voulez aborder. Et je pense que c'est une phrase qui fait pas beaucoup de sens pour les Québécois et les gens qui comprennent pas nécessairement l'économie au même niveau que vous. Cette phrase, c'est les gens doivent faire moins d'argent pour contrer l'inflation. C'est, je veux dire, c'est difficile de concevoir comment l'argent dans les poches. Non, c'est pas difficile de le concevoir, mais c'est, je crois, inacceptable de dire que l'argent dans les poches des contribuables, c'est la cause de l'inflation. Si moi, je travaille fort, j'ai une promotion, ou si je fais je fais plus d'argent que j'en faisais, c'est de ma faute et de la faute des gens comme moi que les prix à la consommation augmentent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Je vais te donner une réponse plate, Vincent, tu as raison. Malheureusement, c'est ça. C'est ça l'économie. L'économie, c'est un principe d'offre et de demande, puis de capacité de payer. Alors, plus tu vas demander cher, plus tes coûts pour ton employeur vont être élevés. Ton employeur, lui, c'est une entreprise à bénéfice, c'est pas un organisme sans but lucratif. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est faire des sous. À partir du moment où il veut être compétitif avec les autres entreprises, il faut qu'il fasse autant de sous que les autres. Alors, s'il augmente ses coûts d'opération par les salaires et les cotisations qui les accompagnent, bien, il va devoir augmenter son coût de produit ou d'offre de service à la clientèle. Alors, à partir de ce moment où il fait ça, ben, tu fais créer une inflation. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'étant dans un contexte de plein emploi actuellement, c'est qu'il n'y a pas de diminution nécessairement suffisante des achats des produits de consommation. Donc, même si les produits augmentent, les gens continuent à avoir le même rythme de vie qu'ils avaient auparavant. C'est ça que le président de la Banque du Canada dit actuellement.
c'est que l'inflation baisse, mais elle ne baisse pas de façon assez rapide. On croit qu'elle va baisser, exemple, au niveau de l'alimentation. Explique-moi, est-ce que vraiment les salaires dans le domaine de l'alimentation ont augmenté de 8 à 10 partout? Est-ce que les commis à l'épicerie, est-ce que les commis à la distribution dans les épiceries ont tous augmenté le salaire de 8 à 10 Moi, je ne crois pas. Sûrement pas, là. Sûrement pas. Puis, est-ce que les produits, par contre, les produits de base, euh, suite à la pandémie, là, tranquillement, la pandémie, on ne pourra plus l'utiliser comme excuse parce qu'on va revenir dans un système normal de production. Là, c'est quelle excuse qu'on aura à ce moment-là pour continuer à augmenter les prix? Alors, on profite au maximum du côté des entreprises euh, de- de- qui sont là pour faire des rendements pour leurs actionnaires, à bonifier, à augmenter la valeur des produits qu'ils mettent sur le marché, pas nécessairement en augmentant de façon importante leurs bénéfices, mais en donnant un 2-3 d'augmentation des bénéfices par année. Puis regardons les salaires que les présidents de grandes entreprises se donnent actuellement, basés sur les performances de leur commerce ou de leur organisation. Alors, c'est assez significatif de ce qu'on voit actuellement. Puis malheureusement, comme le président de la Banque du Canada disait, si les salaires continuent à varier en augmentation entre 4 et 5 ben, imaginez-vous pas qu'on va baisser le taux d'intérêt. Là. Ça ne sera pas possible de le faire parce que le taux d'inflation ne diminuera pas en bas de 3. Ah, Oui, mais la cause de l'inflation, c'est pas que moi je fais plus d'argent, c'est pas que les gens comme moi font plus d'argent, c'est que les compagnies n'acceptent pas de faire un petit peu moins de profit. C'est juste ça. Ils font de l'argent à la palette, ils impriment de l'argent, refusent d'en imprimer moins, refusent d'en faire moins et augmentent les prix en conséquent. Fait qu'il faut oublier, il faut démystifier que c'est de la faute des contribuables qui ont trop d'argent dans leur poche. C'est pas ça. C'est ouais. la faute des entreprises, des compagnies, des multinationales qui jugent que, oh mon Dieu, j'ai un peu moins d'argent dans ma poche que j'en avais l'année passée. C'est inacceptable parce que j'ai peur de perdre ma place sur le conseil d'administration. Donc, on va booster les prix pour que les actionnaires soient contents et que moi, je garde ma job et mon bonus. Ce n'est pas la faute Mais, des mais, contribuables, c'est la mais, faute des entreprises. OK, parfait. Alors, je t'invite à aller devant une assemblée d'actionnaires de Air Canada puis de Ouais, leur expliquer ça. ouais. Expliquer Il n'y a ton aucune point de chance. vue, ta vision. Ben, ils vont accepter ça. Maintenant, ils vont dire passons au suivant. Parce que le Oui. principe même d'un actionnaire, c'est de faire plus de sous, c'est pas de faire moins de Mm-hmm. sous. Le matin qu'on aura comme décision économique dans notre vie de société actuelle, c'est de dire ben on veut pas, on veut plafonner les profits des entreprises. Ah, là, on risque peut-être d'avoir une solution. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire plus que 5 par exemple, de vos revenus totaux annuels sous forme de bénéfices ben, ça va nécessairement changer la donne. Maintenant, est-ce que les entreprises vont vouloir continuer à faire affaire au Canada? Je ne penserais Aucune pas. chance. Parce qu'au Mexique, ils vont pouvoir faire du Mais 12, 15, 20 ouais, mais si tout le monde, je veux dire, il y aura tout de même l'argent à faire au Canada. Ce sera pas autant qu'avant, mais ce sera de l'argent à faire et les compagnies qui Oui, restent vont mais tu pouvoir voudras se pas splitter ça. tu voudras pas produire ou offrir tes services à partir du Canada. Tu vas le faire à partir de pays à l'externe. Comme beaucoup d'entreprises ont pris la décision de déménager du côté, exemple, du Mexique, des Philippines et ainsi de suite, parce que les salaires sont 8, 9 fois moins chers qu'au Québec, au Canada. Donc, pour le même produit, tu peux produire à 7 ou 8 ou 9 fois moins cher que tu le fais au Canada. Alors, si toi, tu es un président d'entreprise que tu dois rendre compte à tes actionnaires, pas aux clients qui achètent ton produit, mais aux actionnaires, ben, tu vas dire Mhm. oui, fermons l'usine au Québec, puis allons du côté. Regarde ce qui se passe dans le port aujourd'hui, là, la fermeture de l'IMEL du côté de Vallée-Jonction. Quelle est la résultante de ça? C'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'offre. Donc, les Américains produisent beaucoup plus à moindre prix et il y a moins de demandes nécessairement qui se fait du côté canadien-américain, mais beaucoup plus de demandes qui se fait du côté international. Côté international, ils vont choisir le porc qui est traité du côté canadien quand il est traité à beaucoup plus cher, alors qu'ils peuvent l'acheter du côté américain. Alors, à un moment donné, si tu n'as pas la capacité d'être compétitif, Vincent, ben, on a beau avoir les discours que j'appelle à caractère solidaire, sauf qu'il faut, en Mhm. quelque part, s'assurer qu'on a la capacité d'être très compétitif. Puis c'est pas en demandant des augmentations de salaire de 7-8 par année qu'on va réussir à le faire. Donc, Malheureusement. c'est mieux de ne pas demander d'augmentation de salaire de 7 à 8
que de demander des réductions de profit des actionnaires de 7 à 8 Donc, nous sommes à la merci des entreprises qui sont à la merci de leurs actionnaires. Associativité, nous sommes dans la merci des actionnaires. Tu es à la merci d'un marché. Le marché économique est Le comme marché est ça. brisé. Ben, le marché n'est pas logique. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu m'avances. Puis il n'y a Je pas sais, je sais. Puis, personne qui nous écoute qui va être en désaccord avec ce que tu avances. Ce que je te dis, c'est que ce n'est pas réaliste de penser, de demander à une entreprise qui est dans un système de concurrence internationale, mondiale, de dire, toi, il faudrait que tu baisses tes profits puis que tu donnes à tous les Canadiens 8 d'augmentation de salaire. Mais ce que ça a comme impact, c'est qu'on a l'inflation qu'on connaît actuellement au Canada. Puis on se plaint que ça augmente trop vite. Bien, on n'est pas la seule, mais on est, puis je m'inclus là-dedans tout le monde, là, on est une partie du problème. On est une partie du problème parce qu'on demande. Maintenant, on demande parce que ça coûte plus cher. Alors, c'est un cercle vicieux. Ça coûte plus cher parce qu'on demande plus, puis on demande plus, bien, ça va coûter plus cher. Alors, où on va arrêter? C'est où que ça va arrêter? Il faut de la résilience des Canadiens et des Québécois, d'accepter de moins acheter, moins dépenser pour ralentir l'inflation, mettre les entreprises dont tu critiques en quelque part l'intérêt pécunier, puis de moins vendre et faire moins de profit. Alors, si tu vends moins, tu fais moins de profit, c'est quoi ma solution? Je vais diminuer mes prix pour ou, réussir à attendez, vendre plus. Ou, attendez, est-ce qu'on ne se retrouve pas Ouais. dans un cercle vicieux également que si nous, on accepte de moins acheter, les entreprises vendent moins, leurs profits se réduisent, ils disent, ah, on va augmenter les prix de nouveau pour augmenter les profits. Fait qu'encore une fois, on se retrouve dans une situation où c'est eux qui font ce qu'ils veulent, ils augmentent les prix parce qu'ils vendent moins pour que les profits restent pareils. Je ne peux même pas dire que tu n'as pas raison. Tu as tout à fait raison. Le problème, c'est est-ce que c'est réaliste dans une économie de marché comme on a? Est-ce qu'il n'y aurait pas Ce n'est lieu, pas. moi je dirais, au niveau des gouvernements, d'imposer davantage? Mais encore là, plus tu mets des contraintes aux entreprises, plus qu'ils vont te refiler la facture. Il n'y a pas une entreprise qui accepte d'endosser des coûts supplémentaires ou d'endosser des impôts supplémentaires des gouvernements parce que tu fais des profits. Si on regarde les institutions financières, les grandes banques, ils ont essayé de s'attaquer aux grandes banques dans les 7 dernières années. Ça n'a jamais fonctionné. Ils nous ont mis ça, certains éléments de taxation. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des banques? Ils ont augmenté les frais de service. Alors, ils ont refilé la facture qui se sont fait Oui. refiler par le gouvernement. Il faut qu'ils trouvent les moyens d'aller atteindre l'entreprise sans pour autant que ça ait la capacité de venir affecter le consommateur. Je n'ai pas la Dans le solution marché, magique pour ça. dans le marché qu'on connaît, le marché qu'on a toujours connu, est-ce que cette solution existe? Moi, je pense qu'en limitant les profits des entreprises, en ayant le courage, mais là, je fais plus que du courage, c'est quasiment du communisme, mais de limiter C'est les ça, c'est entreprises. le mot qui commence par un C qu'il ne faut pas mentionner, que je tente de ne pas Oh, moi, mentionner non, depuis moi, tantôt. je me barre pas avec ça, du communisme. Si on veut faire du communisme à la limite, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, si on veut vivre dans un milieu social démocrate, je pense qu'il faut accepter de vivre dans ces types de marchés-là. Il faut juste que, comme consommateur, on arrête de dépenser pour du superflu. Remonte-toi dans les années 50-60 où les gens achetaient le nécessaire. Ce sont les très, très, très riches qui dépensaient de façon plus importante. Il y avait beaucoup plus de classes moyennes au milieu des années 60-70 qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu sois à 20 ans, 40 ans ou 60 ans, tu veux tout le même bateau. Tu veux toute la grosse maison. Tu veux tout faire 3 voyages par année. Il n'y a pas personne qui faisait ça dans les années 60-70. Donc, on a augmenté nos besoins, on a créé des besoins supplémentaires. Nos désirs, Hein, ouais. c'est ça. Est-ce que c'est pas correct? Moi, je pense que c'est tout à fait correct. Mais il y a des conséquences à ça. Là, je vais jouer au paternaliste, là, mais il y a des conséquences à avoir des besoins. Ça entraîne des coûts, et ces coûts-là ont nécessairement un impact sur ce qui se retrouve net dans tes poches à la fin de ta semaine. Alors, c'est pour ça que tu en veux plus, pour qu'il t'en reste à peu près pareil. Mais plus tu veux que ça augmente plus, qu'il t'en reste pareil, moins qu'il va t'en rester parce que ça va coûter plus cher pour acheter. Alors, ce que la Banque du Canada dit, je ne dirais pas quoi faire aux entreprises. Je ne dirais pas quoi faire aux monsieur, madame, tout le monde qui négocie de conventions collectives actuellement.
Mais si vous demandez des 7, 8, 9 attention, les taux d'intérêt vont être maintenus comme ça encore pendant 1 an ou 2. Alors, la pression va commencer à être de plus en plus forte. Vous risquez pas juste de perdre vos actifs que vous avez eus, vous risquez de tout perdre éventuellement si vous devez payer des taux très élevés. Alors, je me dis, puis je ne veux pas être prophète de malheur, je veux juste dire qu'il y a des dangers à maintenir une pression extrêmement forte sur les marchés en achetant, en achetant, en achetant et en exigeant plus, plus, plus au niveau des augmentations de salaire. Si on se retrouvait en bas du 4 d'augmentation de salaire moyenne, c'est convaincu que l'inflation baisserait sous la barre du 2 et les taux d'intérêt vont nécessairement abaisser, tel que l'a promis la Banque du Canada. Puis les gouvernements n'aident pas. Là. Dernier point, les gouvernements ont investi dans leur dernier budget plus de 27,4 milliards de dollars sous forme d'aide aux Canadiens et aux gens des provinces. Alors, 27,4 milliards. Juste le gouvernement du Québec avec le rabais d'impôt, 1,7 milliard que ça va lui coûter. À quoi sert cet argent-là? Pas la majorité pour payer le bill d'Hydro-Québec. Ouais, Ça a servi à acheter toutes effectivement. sortes de choses autres. Alors voilà. Mais j'aime Monsieur bien avoir Rajat, cette discussion-là. On en fera autour d'une bonne bière à un moment c'est donné. ça, c'est toujours passionnant, c'est toujours fascinant, puis ça m'échauffe toujours un petit peu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est super apprécié, puis on se revoit dans 2 semaines. Hey, pas de problème, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Salut.